15 morts et 12 disparus, c'est le dernier bilan des intempéries qui ont frappé le sud-est de la France. Des pluies torrentielles se sont abattues sur la région. Plusieurs communes se sont réveillées sous l'eau ce matin. Asna Belmeki. Toute la nuit, près de 1000 secouristes ont travaillé d'arrache-pied pour venir en aide aux habitants piégés par la montée des eaux. 1200 personnes ont pu être évacuées dans les centres de secours de Draguignan, mais tous n'ont pas eu cette chance. Face à une montée des eaux si soudaine, beaucoup ont cédé à la panique. Bon courage. Merci. J'ai sorti ma chienne, j'ai voulu la faire passer par la fenêtre. J'ai voulu sortir aussi pour me sauver parce que ça montait vite. J'étais emportée par le courant, je me suis rattrapée. Je suis repartie et je me suis rattrapée ailleurs. Et puis voilà, avec mon mari. Et on est allé jusque chez les voisins se réfugier, voilà. Dans la seule ville de Draguignan, l'eau est montée à plus de 2 mètres en un rien de temps. De mémoire d'anciens, on n'avait jamais vu de telles intempéries. La première fois, on n'a jamais vu ça. Mais si, on ne sait pas, on est dans une cuvette ici, donc tout vient comme un entonnoir ici. Hein. Les pluies torrentielles ont également provoqué de nombreuses avaries sur le réseau de distribution électrique, mais aussi sur celui des transports. De nombreuses routes ont été coupées, la circulation ferroviaire est complètement interrompue. Ce matin, la décrue qui s'amorce laisse apparaître l'ampleur des dégâts matériels. Le ministre français de l'Intérieur, Brice Hortefeux, est attendu sur place. Et pluie torrentielle également en Algérie. Le nord du pays a été durement touché à Biskra. L'effondrement du toit d'une maison a provoqué la mort d'une femme de 86 ans. À Batna, la circulation a été fortement perturbée. Idem à Bouira. Les dégâts matériels ont été importants dans toutes ces régions. Algérie, toujours, les forces de l'ordre ont découvert hier soir un cadavre dans une forêt près de Tizi Ouzou. Après analyse des médecins légistes, il s'agirait d'Abou Abdel Kahar, fils de l'ancien numéro 2 du front islamiste du Salut, Ali Belhaj. Soupçonné d'être membre d'Al-Qaïda, il était recherché depuis 3 ans. Au Maroc, la caravane de la paix poursuit sa route. Hier soir, elle était à Marrakech. Les participants se sont rendus sur la place Jemaa el-Fna. Je vous rappelle que la caravane de la paix a pour objectif de soutenir la proposition marocaine d'autonomie du Sahara. Elle a pris le départ jeudi de Bruxelles et a notamment traversé la Belgique, la France, l'Italie et l'Espagne. Recrudescence des violences au Darfour. Hier, des tribus arabes rivales se sont affrontées. 20 personnes ont été tuées. Sur place, la mission de la paix de l'ONU n'a pas plus d'informations. Il y a une dizaine de jours déjà, des affrontements entre ces deux mêmes tribus avaient fait 41 morts. BP va devoir payer. Barack Obama a prévenu hier lors de son discours à la fois autoritaire et écolo. Il intervenait à propos de la marée noire dans le golfe du Mexique. La création d'un fonds d'aide indépendant pour indemniser les victimes de la catastrophe a été annoncée. Pierre Leduf. Les discours prononcés depuis le bureau ovale sont rares et réservés au moment de crise. Depuis 2 ans, c'est la première fois que Barack Obama opte pour ce décor solennel. Il s'est montré calme, mais ferme envers la compagnie BP. Je vais rencontrer le président de BP et je vais l'informer qu'il mette à disposition toutes les ressources nécessaires pour dédommager les travailleurs et les entrepreneurs qui ont été les victimes de l'inconscience de cette entreprise. Et ce fonds ne sera pas contrôlé par BP. Pour s'assurer que toutes les plaintes légitimes seront prises en compte à temps et de façon juste, ce fonds sera géré par une tierce partie. Quelques heures avant ce discours, les autorités venaient de réviser à la hausse l'ampleur du flux de pétrole qui s'échappe chaque jour. Barack Obama a lancé un appel à développer les énergies propres, sans fixer de calendrier pour son projet de loi sur le climat. Il a promis l'envoi de 17 000 garde-côtes et un engagement à long terme pour restaurer le littoral souillé. Le discours était formidable, mais les mots ne sont que des mots. Ce sont les actes qui comptent. Les habitants restent donc sceptiques. Pour l'heure, le pétrole s'échappe toujours. Le forage d'un puits annexe ne sera achevé qu'au courant de l'été.
On part à présent au Proche-Orient. Le blocus sur Gaza pourrait être assoupli. Son allègement était en train d'être débattu par le gouvernement israélien. Le cabinet doit discuter des nouveaux produits autorisés à entrer sur le territoire palestinien. Une liste noire sera également établie. Elle comportera les matériaux interdits car pouvant être exploités à des fins militaires. Israël avait jusqu'à présent refusé de desserrer l'étau, mais sous la pression internationale, l'État hébreu semble cette fois forcé de céder. Pas de chiffres précis, mais il y aurait eu plusieurs centaines de morts en moins d'une semaine au Kyrgyzstan. Information du Comité international de la Croix-Rouge présent sur place. Le Sud est en proie à de sanglantes émeutes depuis jeudi à Osh. Il y a quelques heures seulement, de nouveaux tirs ont été entendus. Les autorités ne parviennent pas à rétablir l'ordre. Et les autorités afghanes devront, elles, d'ici peu, reprendre les rênes de leur pays plombé par les violences. Les policiers afghans sont en train d'être formés. Les contingents étrangers quittent peu à peu certains districts. Celui de Razni devrait être remis aux mains des Afghans dès l'année prochaine. La Pologne, en charge de cette région, a annoncé hier soir son retrait. Un retrait qui devrait être total avant 2013. Condition cependant que l'initiative soit reprise à l'ennemi. La Pologne doit donc discuter de sa stratégie de sortie au sommet de l'OTAN. Ce sera en novembre. L'alerte au tsunami a été levée en Indonésie. Le pays a une nouvelle fois été frappé par un violent séisme. Au moins 3 personnes ont été tuées, des dizaines de maisons ont été détruites. Le tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a été suivi de fortes répliques. La brève alerte au tsunami a provoqué la panique chez les habitants. On reste en Asie face au Conseil de sécurité de l'ONU. La Corée du Nord menace d'une riposte militaire, si les pays votent une résolution à son encontre. Son ambassadeur aux Nations Unies a prévenu. Pyongyang est accusé par Séoul d'avoir torpillé un navire le 26 mars dernier. Le naufrage avait provoqué la mort de 46 marins. Corée du Nord et du Sud sont actuellement entendus à l'ONU pour cette affaire. Selon Pyongyang, ce naufrage a pu être causé par des rochers. Et pas de naufrage, loin de là, pour l'équipe nord-coréenne de football engagée dans le mondial et opposée au Brésil pour son premier match. Les Moustiques Rouges sont parvenus à faire douter la Seleção. Victoire des Brésiliens 2-1, mais franchement sans briller, et plus d'une fois menacée par l'attaque nord-coréenne et déroutée par sa défense. On reste en Afrique du Sud où la fièvre du mondial s'empare de Soweto, township historique du pays. On le connaît pour sa pauvreté et sa révolte anti-apartheid. Le mondial est donc l'occasion d'un coup de projecteur sur ce quartier au sud de Johannesburg. Rim Benhammer. À 2 pas de l'immense Soccer City, le township de Soweto. Ici, tout le monde s'est laissé gagner par la folie mondiale. Pas un jour sans que les habitants ne disputent leur propre match. Pour Nokutula, 13 ans, c'est l'occasion de changer l'image de son pays. Je suis heureux que l'Afrique du Sud accueille la Coupe du Monde et je suis fier d'être sud-africain. J'espère que les gens de l'étranger vont s'amuser ici avec nous. Nous devons bien nous comporter avec eux. Soweto est plus connu pour sa pauvreté et sa violence galopante que pour son amour du ballon rond. Il faut dire que l'histoire de la lutte anti-apartheid se confond avec l'histoire de ce quartier. Les Noirs étaient forcés d'y vivre, loin de la ville, sans ressources. Une véritable poudrière. Des émeutes anti-apartheid jalonnent les années 70 et 80. Des émeutes réprimées dans le sang et qui ont choqué le monde entier. Certains habitants sont toujours hantés par cette époque. Ici, il y avait beaucoup de violence. Les Blancs tuaient des gens. Dans les années 80, la police entrait dans nos maisons et nous harcelait. Puis la libération de Nelson Mandela en 91. Et enfin, l'avènement d'une nouvelle ère pour Soweto. C'est justement là que le leader politique est né. Nous étions tellement heureux quand Mandela est sorti de prison. Je n'aurais jamais cru que l'on aurait un président noir un jour. J'étais heureux, je savais que la vie ne serait plus jamais comme avant pour nous les Noirs. Après les inégalités raciales est venu le temps des inégalités économiques. Mais peu à peu, une classe moyenne émerge ici à Soweto. Et si beaucoup sont toujours au chômage, ils espèrent que cette Coupe du Monde va changer les choses et surtout changer l'image du township.
Restez avec nous à 14h, retour de l'information avec Oussam Eddine Nasser. Tout de suite, la revue de presse avec Rim Benhammer. Excellente journée à tous.